Eh bien très sincèrement, j'ai cru vraiment voir le GP de l'année dernière avec presque le même fait de course. Mais heureusement pour nous, il était déjà bien plus rythmé que le GP de Bahreïn. Bienvenue dans Track Walk, le format où l'on fait le tour de piste des Grands Prix de Formule 1. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Jeddah, qui a apporté pas mal de suspense, notamment grâce à la safety car, avec quelques pilotes qui ne se sont pas arrêtés et qui ont mis la pression sur le peloton de devant. On a aussi eu de très belles surprises dont on va bien sûr reparler. Ferrari a été l'équipe qui a attiré tous les regards ce week-end avec l'arrivée de Oliver Biermann, actuel pilote de F2 chez Prema. Il a été dépêché par Fred Vasseur pour remplacer Carlos Sainz qui ne se sentait pas bien en cette première partie de week-end. Il a été alors amené à l'hôpital pour une opération de l'appendicite, l'empêchant de participer aux qualifications et au Grand Prix. Oliver Biermann n'a du coup pas participé à son week-end de Formule 2 alors qu'il avait pris la pole lors des qualifications. Il est le premier pilote depuis 1972 à faire ses débuts en Formule 1 directement à la Scuderia Ferrari, après Arturo Mezzario, mais surtout il est le plus jeune pilote de l'histoire de la Scuderia à prendre un départ en Formule 1. Il avait déjà participé aux essais du Grand Prix du Mexique et d'Abu Dhabi pour Haas l'année dernière. Il s'est malgré tout retrouvé à s'adapter hyper rapidement à la SF24, une voiture au comportement radicalement d'une Formule 2. Il n'avait que les essais libres 3 pour s'entraîner et s'adapter, mais malheureusement il a été coupé court suite au drapeau rouge causé par l'accident de Guan Yu Zhou. Il a donc dû se faire à la voiture en un rien de temps. En qualification, il arrive presque à se hisser en Q3 et limite d'éliminer Lewis Hamilton, terminant à 32 millième. Lewis qui était en grande difficulté avec sa W15 et qui avait beaucoup de mal à trouver du grip. Oliver Biermann part alors P11 du Grand Prix, certes un peu frustré, mais il avait à peine une seule heure de roulage dans les pattes. Il réussit à terminer P7 au moment du Grand Prix et il a même dû s'adapter au moment de la course parce qu'il n'avait jamais roulé avec le plein d'essence, ce qui change drastiquement le comportement de la voiture. Ferrari a essayé de lui faciliter la tâche en le faisant partir avec le dernier train de pneus soft restant à sa disposition, et ce qui a plutôt bien fonctionné pour le jeune pilote britannique. Il s'est bataillé en première partie de course avec Yuki Tsunoda sans se faire de cadeau et il a très bien réussi, il n'a pas fait la moindre erreur, il n'a pas touché un seul mur comparé à d'autres, bien qu'il était inquiété par Norris et Hamilton derrière lui qui se sont arrêtés bien plus tard dans le Grand Prix, mais leur bataille leur a fait perdre du temps, ce qui a permis à Biermann de garder sa position sans avoir à se défendre. Il termine P7 pour sa toute première course en Formule 1 et est même élu pilote du jour. Il est clair qu'il a impressionné tout le monde dans le paddock, que ce soit son coéquipier Charles ou même le septuple champion du monde Lewis Hamilton. Une petite image qui montre aussi à quel point il a accompli quelque chose pour son premier Grand Prix à Jeddah, ce qui est franchement pas facile. Il a carrément plié le headrest sur la partie gauche avec les virages rapides, montrant qu'il n'est pas habitué à encaisser autant de force G dans une Formule 1. C'est aussi une belle consécration parce qu'il réussit à terminer devant deux autres pilotes britanniques, à savoir Lewis Hamilton et Lando Norris. Du côté de Charles, c'est quand même une course réussie. Il a sécurisé une P2 sur la grille au moment des qualifications. Il a même réussi à garder l'avantage sur Sergio Perez au moment du départ et lors des premiers tours de course. Son objectif était très clairement de garder le DRS sur Verstappen afin de sécuriser sa P2. Malheureusement, sans succès face au rythme des Red Bull, en particulier celui de Max Verstappen qui était déconcertant de facilité. Ferrari avait amené un nouvel aileron arrière, inspiré de celui de l'année dernière, mais qui fonctionne mieux avec le nouveau concept aéro. Ça a permis à Charles de garder un très bon rythme de course. Il termine sur la troisième marche du podium, le premier pour lui cette saison, et assurant alors un nouveau podium pour Ferrari. On a presque le même podium qu'au Grand Prix de Bahreïn. Je pense d'ailleurs qu'on va beaucoup revoir ce type de podium avec Max en première position, Sergio Perez en 2 et une Ferrari en 3 entre Carlos et Charles. Bien que Charles visait la P2, je trouve que c'est une course plus que réussie pour Ferrari, qui a démontré qu'elle s'est quand même bien rapprochée de Red Bull et devant les autres dans l'immédiat, et s'est grandement améliorée sur son rythme de course. C'était vraiment leur gros défaut l'année dernière, et ils ont réussi à corriger les problèmes qu'il fallait régler, d'autant plus que Charles arrive à terminer avec le point du meilleur tour face à Max Verstappen. Alors bien sûr, ils sont pas encore au point de mettre véritablement la pression à Red Bull, mais ça annonce quand même du positif pour Ferrari, car s'ils arrivent à maintenir cette cadence et à amener les bonnes évolutions au bon moment, je pense qu'ils peuvent très clairement se batailler en piste avec Sergio Perez et terminer deuxième au championnat constructeur. Et vous pensez que Ferrari peut revenir sur Red Bull ? Je vous en avais parlé lors de la vidéo précédente, je m'attendais à ce que McLaren soit dans la bataille pour ce Grand Prix de Jeddah, et ils ont été au rendez-vous. Les deux McLaren ont réussi à se qualifier devant les Mercedes, et ont même réussi à imprimer leur rythme face aux flèches d'argent en course. McLaren était aussi arrivé à ce Grand Prix avec un nouvel aileron arrière, et qui pour le coup les a pas vraiment aidés plus que ça. En effet, ils avaient bien plus d'appui aéro que les autres équipes, ce qui fait que leur vitesse de pointe en a été sérieusement impactée, nouvel aileron arrière faisant office de parachute. Elles avaient alors l'avantage dans le premier secteur, qui pour le coup a vraiment besoin de beaucoup d'appui dans
dans les virages rapides, mais derrière, ils étaient désavantagés dans les deux autres secteurs, là où c'est la vitesse de pointe qui parle. Malgré tout, les deux McLaren se sont livrés une bataille acharnée face à Mercedes, et en particulier face à Lewis Hamilton. On a vu Oscar Piastri tout donner pour essayer de dépasser le septuple champion du monde, et qui a souvent terminé son dépassement en dehors des limites de piste au virage 1, étant alors obligé de rendre la position. Mais la pression de l'Australien a fait rentrer Lewis au stand alors qu'il ne s'était pas arrêté au moment de la safety car au tour 7. Il a alors poussé ses gommes médium depuis le début du Grand Prix pour ensuite aller chercher des gommes soft qui n'étaient utilisées que d'un tour en qualification pour regagner du rythme en deuxième partie de Grand Prix. Norris a exécuté la même stratégie puisqu'il ne s'était pas arrêté sous safety car, de peur qu'il ne prenne une pénalité à cause de son faux départ. Car oui, le pilote McLaren a beaucoup trop anticipé le départ de course, ayant relâché l'embrayage un peu trop tôt, ce qui ne l'a pas plus pénalisé qu'autre chose car il a pris un très mauvais départ. Il ne récupère aucune pénalité par la direction de course, qui se sont justifiés que le transpondeur au sol qui permet de vérifier la position de la voiture n'avait pas été engagé, ne détectant aucun mouvement illégal de la part de la monoplace. Malgré le fait que l'on voit très bien Norris avancer des 4 roues, dépasser son emplacement, s'arrêter de nouveau pour ensuite prendre le départ. Même si je trouve cela particulièrement étonnant que le transpondeur n'ait pas réagi à ça, je pense quand même que c'était mieux de ne pas avoir infligé de pénalité à Norris parce qu'il s'est pénalisé tout seul en fait. Ça aurait été fair s'il avait gagné un avantage au départ de course, mais là au contraire ça l'a plus mis en difficulté qu'autre chose. Toujours est-il qu'il a lui aussi poussé ses médiums jusqu'au bout pour prendre des gommes tendres à la fin et nous délivrer une magnifique bataille face à Lewis Hamilton jusqu'à la fin du Grand Prix. Ce qui m'a impressionné, c'est de voir à quel point la McLaren et la Mercedes sont proches en termes de performance, même si McLaren a l'air d'être devant. Les deux voitures étaient complètement à l'opposé en termes de setup aéro. On le voit très clairement sur le secteur 1 où Norris met pratiquement une seconde à Hamilton entre le début et la fin du secteur, et derrière, Lewis, qui a pourtant l'avantage de la vitesse de pointe, n'arrive pas à rattraper les McLaren. Il est clair que Mercedes est en difficulté, Toto le dit lui-même, ils ne comprennent pas la voiture. C'est-à-dire que d'un côté, leur simulation leur indique des choses qu'ils ne retrouvent pas en piste, et ils sont même plus lents que prévu. Il y a donc beaucoup de travail à fournir, un travail de compréhension et de corrélation des datas entre la simulation et la piste pour que ça marche, parce que pour le moment, c'est pas ça. On voit quand même que McLaren et Mercedes sont les deux équipes derrière Ferrari, mais je pense qu'il peut quand même y avoir une bataille à 3 en cours de saison avec la Scuderia, car chacune des équipes peut tirer son épingle du jeu selon la typologie des tracés auxquels on va faire face cette saison. Je n'oublie pas Aston Martin qui ne sont pas loin non plus. Ils ont la performance en qualification pour sécuriser une très bonne place, on l'a vu avec Fernando Alonso, mais derrière le rythme s'effondre complètement en course, en particulier quand la voiture est chargée avec le plein d'essence. D'autant plus avec Lance Stroll qui vient abandonner tout comme l'année dernière, cette fois-ci en touchant le mur au virage 18, erreur qu'il avait déjà fait aux essais libres, mais là, rupture de suspension et ça termine dans le mur pour le Canadien. Fernando Alonso assure quand même la P5 pour l'équipe britannique, ce qui positionne alors Aston Martin à la 5e place au championnat constructeur, à 13 points derrière Mercedes, qui est clairement en bataille avec McLaren, qui leur passe d'ailleurs devant. Je pense vraiment que cette saison, on peut voir de très belles batailles entre ces 4 équipes. Pas vous ? Je vais parler très rapidement de Red Bull parce que, à part Verstappen qui gagne après avoir réalisé sa première pole à Jeddah, dépassant Jim Clark et Alain Prost, on l'a absolument pas vu tout du long de la course, il a roulé sur tout le monde, il a roulé tout seul tout du long devant, sauf au moment de la relance de safety car où Norris s'était pas arrêté et il a mené un tour dans le Grand Prix. Oh mon dieu, il n'a pas le point du meilleur tour. Il avait les gommes avant trop froides selon lui pour pouvoir aller le chercher à la fin du Grand Prix. Alors soyons clairs, quand un pilote dit qu'il a les gommes trop froides pour aller faire un temps, ça veut dire qu'il ne pousse pas. Alors que pendant tout le Grand Prix, il prenait meilleur tour sur meilleur tour et roulait quasiment une seconde plus rapide que tout le monde de nouveau. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas un 100% de victoire pour Max Verstappen cette saison. Le seul truc qui peut éviter ça, c'est la fiabilité. Il faut que la boîte de vitesse elle pète, je sais pas, un truc. Sachant que vous avez le droit d'en utiliser 4 cette saison, soit une de plus que l'an passé, donc très clairement, Max est champion en 2024. Pour Pérez, il rattrape sa qualification manquée de Bahreïn, il arrive à sécuriser une P3 en qualif et à assurer la P2 en course, permettant ainsi un nouveau doublé à Red Bull, dépassant ainsi officiellement Williams en nombre de victoires en Grand Prix. Il y a malgré tout une petite inquiétude pour le Mexicain, rien de bien méchant, il récupère 5 secondes de pénalité après le double arrêt Red Bull et une safe release sur Fernando Alonso, mais finalement cette inquiétude s'est vite échappée, vu le rythme de la Red Bull, il s'est mis tranquille à l'abri, il a terminé 10 secondes devant Charles Leclerc, donc c'est tout bon, il garde sa P2. À l'arrière du peloton, on a vu quand même pas mal de batailles et c'était limite plus rythmé qu'à l'avant. On a eu beaucoup de drama et on a vu aussi beaucoup de pièces de carbone s'envoler. On a une grosse bataille à 4 entre les Racing Bulls, les Haas, la seule Alpine d'Esteban Ocon, et les Williams. Alors le drama vient en particulier de Kevin Magnussen, le Viking avec sa Haas ayant essayé tout ce qu'il pouvait pour défendre sa position, au point même de causer une collision avec Alexander Albon à la relance de safety car. Il vient complètement coincer la Williams contre le mur avant le virage 4. Heureusement pas d'accident ni de nouvelle safety car. Il prend quand même
mis 10 secondes de pénalité pour cet incident et va se reprendre 10 secondes de pénalité plus tard sur Yuki Tsunoda pour avoir dépassé à ce même virage, mais terminant son dépassement en dehors des limites de piste. Et d'ailleurs, il n'a pas rendu la position. Il s'est défendu de son comportement hyper agressif, justifiant sa prise de pénalité pour permettre à Hülkenberg de s'arrêter plus tard, car lui aussi, comme Norris et Hamilton, il ne s'était pas arrêté sous safety car. Il permet alors à Haas de récupérer ce point qui avait le goût d'une victoire, passant alors 6ème au championnat constructeur. Je veux bien vouloir défendre corps et âme pour son coéquipier, ça rappelle Fernando Alonso avec Esteban Ocon en Hongrie, il n'y a pas besoin de mettre dans le mur ses concurrents, presque au point de saboter sa propre course. Ce qui m'impressionne, c'est que de la même manière que, on va dire, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin sont assez proches, on a la même chose derrière avec les Alpines, les Racing Bulls, les Haas et les Williams. Il semblerait quand même que Haas soit devant et qu'ils aient réussi à trouver de la performance au cours de l'hiver, au point même d'en inquiéter les autres équipes. Côté Racing Bulls, c'était un week-end complètement désastreux pour eux. Ça assurait pourtant du bon grâce à la Q3 de Yuki Tsunoda et l'opportunité de marquer des points, mais c'est complètement manqué pour le pilote japonais, avec ses batailles sans réussite face à Oli Berman et Kevin Magnussen. Il a malgré tout essayé de tout donner pour s'en sortir, malheureusement sans succès, se faisant dépasser par Ocon, qui profite de la bataille, puis par Alex Albon, qui a sorti un magnifique dépassement au virage 1. Du côté de Ricciardo, c'était l'agonie totale ce week-end. Il avait aucun rythme, c'était vraiment un figurant dans la course, ce qui est aucunement de bon augure pour lui quand on sait qu'il a la pression de la maison mère Red Bull pour éventuellement y avoir un baquet. Il va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose parce que j'ai peur que sinon ça nous fasse comme Nick de Vries et qu'il soit remercié dès le 6ème Grand Prix de la saison. C'est donc un week-end complètement à oublier pour l'ancienne équipe AlphaTauri. Même sort pour les Kick Sauber qui font définitivement de la figuration depuis quelques saisons. Les seuls moments où on les a vus, c'est en essai libre avec la sortie de piste de Guan Yu Zhou, causant alors le drapeau rouge et un arrêt manqué en course qui fut très long pour Zhou. Décidément, ils ont du mal à mettre une roue, ce qui assure les dernières places en piste pour les Kick Sauber. Mention spéciale quand même pour les mécanos de Sauber qui ont réussi à réparer la voiture de Guan Yu Zhou entre les essais libres 3 et la qualification, presque à temps pour que le pilote chinois réalise un temps. Il était à ça de pouvoir tenter un tour lancé. Je pense que pour le coup, Sauber est l'une des équipes les moins performantes de la saison avec Alpine et je serais pas surpris de les voir en bas du classement à la fin de saison. Il y a beaucoup de travail pour Audi pour 2026. Je fais un petit point pour Alpine car comme je l'avais dit lors de la précédente vidéo, c'est vraiment compliqué pour la marque française. Elles sont de nouveau éliminées en Q1 avec les Sauber et Sargent, c'est les mêmes éliminés qu'à Bahreïn. Pour le coup, Alpine est la seule équipe qui a régressé comparé à l'année dernière. Toutes les équipes ont amélioré leur rythme sur le circuit de Jeddah, sauf Alpine, qui est la seule plus lente comparée à l'année dernière. On sait qu'avec les changements en interne, ils espèrent faire une remontée en cours de saison à la manière de McLaren l'année dernière, mais il va falloir faire un très gros boulot pour l'équipe française. En course, c'est un abandon de Pierre Gasly dès le premier tour avec un problème de boîte de vitesse, il avait plus le 6ème rapport. Il ne reste alors que Ocon pour essayer de sauver les meubles et éventuellement chercher le point de la 10ème place tout aussi sacré. Il a été dans la bataille face à Magnussen et Yuki Tsunoda, il a réussi à en tirer parti et prendre l'avantage, mais malheureusement il termine P13 à la fin de ce Grand Prix. Alpine devrait apporter les prochaines évolutions normalement au Japon, ce qui est très tard, alors que eux aussi ils avaient un nouvel élan arrière au moment des FP3 permettant de gagner normalement plus de performance. C'est le pire démarrage d'une saison pour Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui je pense risque de s'impatienter si ça ne bouge pas. De mon côté, je pense que les changements qu'opère Alpine en ce moment sont des changements qui sont bien trop tardif et que normalement ce sont des changements qui sont au cours de l'hiver, au moment de l'intersaison, pas quand tu as débuté une saison et que tu dois aller chercher un maximum de points. Alors oui, ils font face à une vague de démissions dont d'ailleurs certains d'entre eux sont partis vers d'autres équipes. Là c'est vraiment double peine pour Alpine, d'autant plus que normalement la voiture de 2024 c'est un point central pour 2026. Pourquoi? Parce qu'à partir du 1er janvier 2025, les équipes vont pouvoir développer la voiture de 2026. Je vous rappelle, nouvelle réglementation moteur. Donc si la voiture de 2024 n'est pas assez bonne et que 2025 il doit faire beaucoup de développement, bah ça va vraiment entacher 2026. Dans tous les cas, on sait que 2024 et 2025 seront des saisons à oublier pour Alpine, mais il faudrait pas quand même qu'ils terminent dernier cette saison, parce que sinon le navire va couler et les pilotes vont essayer de trouver un baquet autre part. Allez, pour terminer ce débrief, on va parler des formules de promotion. Définitivement, les Français n'ont pas le droit au bonheur, puisque c'était un week-end à oublier pour nos Français, avec l'abandon de Victor Martins en course sprint en F2 suite à la bataille du premier virage, et un abandon pour Isaac Hadjar en course principale le lendemain. Du côté de la F1 Academy, c'était la première course de ce championnat féminin, où la Pocket Rocket d'Oriane Pain a plus que brillé. La pilote soutenue par Mercedes a réussi à s'imposer lors de la première course, et ça fait du bien de réentendre la Marseillaise sur un podium. Elle avait gagné également la deuxième course, sauf
Sauf que, suite à un problème de communication avec son équipe, et qu'elle n'a pas vu le drapeau à damier au moment de le passer, elle a continué à rouler comme si la course continuait, et elle l'a passé du coup une deuxième fois. Les stewards lui ont donc donné 20 secondes de pénalité pour ça, je ne comprends absolument pas cette pénalité. Elle termine alors P9 de la deuxième course. Je pense sincèrement que vu sa performance, elle risque de nous faire une Max Verstappen et de tout nous gagner cette saison. Alors que peut-on attendre pour Melbourne? Le Grand Prix d'Australie sera le prochain rendez-vous de cette saison et il faut espérer que ce soit un GP plus positif pour les Alpines cette fois-ci. Je m'attends quand même à plus de performances pour Mercedes, qui je l'espère devrait se retrouver au contact des Ferrari. On retrouvera justement Carlos Sainz chez les Rouges, qui j'espère sera en forme pour s'associer à Charles et essayer de mettre la pression à Red Bull. Associé. J'ai bien dit le mot. Associé. Pas attaqué. Et vous attendez quoi de Melbourne? Voilà, c'était le débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite pour Trackwalk. J'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour le débrief du Grand Prix d'Australie qui va être très matinal. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve bien sûr en live sur Twitch et d'ici là dans une nouvelle vidéo. A très bientôt tout le monde. Ciao ciao.